La Ocean Week, c'est un jeu. Non, c'est un fiasco. Je veux que les rebelles sachent que je suis vivant. Il y a des histoires qui nous mettent mal à l'aise. Pas forcément parce qu'elles sont violentes ou particulièrement spectaculaires, mais parce qu'elles réveillent en nous quelque chose que beaucoup ont déjà ressenti. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'arriver quelque part avec les meilleures intentions du monde, de vouloir bien faire, de fournir des efforts et de comprendre quelques heures plus tard que quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais, alors là, absolument jamais, vraiment accepté. C'est exactement ce que j'ai ressenti en écoutant le témoignage d'Ami. Au départ, je pensais simplement regarder la vidéo d'une créatrice de contenu qui revenait sur son passage dans une émission consacrée aux réseaux sociaux. Je m'attendais donc à entendre parler d'algorithmes, de montage vidéo, de stratégie, de matériel et de création de contenu. Finalement, j'ai découvert une histoire qui parlait d'autre chose. Une histoire d'exclusion, de pression sociale, de fidélité à ses valeurs et surtout d'une question que chacun devrait se poser un jour. À partir de quel moment faut-il arrêter d'essayer d'être accepté et simplement partir ? Plus j'avançais dans son récit, plus je comprenais que cette histoire dépassait largement Ami. Parce qu'au fond, elle ne parlait pas seulement d'une émission ou d'un conflit entre créateurs, elle parlait de nous. Avant de commencer, je voudrais tout de même apporter une précision importante. Cette vidéo ne cherche pas à désigner un gentil et un méchant. Je ne prétends pas non plus connaître tout ce qui s'est passé dans les coulisses. Je m'appuie sur le témoignage public d'Ami, sur les extraits accessibles de l'émission et sur ce que les différentes personnes concernées ont choisi de rendre public. Mon objectif ici n'est donc pas de distribuer les torts ou les raisons, mais d'essayer de comprendre ce que cette histoire révèle sur les rapports humains, la place que l'on occupe dans un groupe et les compromis que nous sommes parfois prêts à faire pour obtenir une opportunité, quelle qu'elle soit. Alors avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter les principaux acteurs de cette histoire. D'abord, Ami, que vous voyez, qui est créatrice de contenu, mais également de chirurgienne dentiste. Depuis plusieurs années, elle publie des vidéos travaillées, investit énormément de temps dans son contenu et rassemble une communauté fidèle. Pourtant, malgré toute cette implication, elle explique qu'elle ne parvient toujours pas à vivre pleinement de son activité sur les réseaux sociaux. C'est précisément cette question qui va la pousser à participer à la Ocean Week. Qu'est-ce qui lui manque ? Ensuite, nous avons Océane, créatrice de contenu reconnue et fondatrice de la Ocean Week. À l'origine, le concept repose, je tiens à le préciser, sur une promesse toute simple. Réunir plusieurs créateurs dans une villa pendant quelques jours afin de leur permettre de progresser, d'apprendre auprès de professionnels et de développer leur activité. Enfin, il y a Olivier. Vous allez entendre son nom à plusieurs reprises dans cette vidéo car il va occuper une place importante dans le témoignage d'Ami. Spécialiste des réseaux sociaux et des algorithmes, il représente même l'une des principales raisons pour lesquelles elle a souhaité participer à l'aventure. Elle espérait pouvoir échanger avec lui et comprendre pourquoi son contenu n'obtenait pas encore les résultats qu'elle attendait, qu'elle escomptait. Maintenant que le décor est planté, revenons au tout début de cette histoire, parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, rien ne laissait vraiment présager ce qui allait suivre. Bienvenue dans Rebecca vous raconte. Lorsque Ami découvre la première édition de l'Ocean Week, elle est immédiatement séduite par le concept. Elle voit des créatrices réunies dans une même maison, elles apprennent ensemble, échangent leurs connaissances, rencontrent des professionnels et ont accès à du matériel de qualité. Autrement dit, tout ce dont peut rêver une personne qui souhaite progresser dans la création de contenu. Alors, lorsque la 3e édition est annoncée, Ami décide de ne pas laisser passer cette occasion. Elle prépare sa candidature
et réalise une vidéo d'audition en seulement 2 jours. Océane, Olivier aussi. Les 10 000 euros à Don Juané, vous pouvez les garder parce que ce que je viens vous prendre, ça vaut 10 fois plus que ça. Si vous n'aviez pas compris, c'est mon audition pour la Océane Week 3. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi, c'est Ami. Et dans la vie, je suis chirurgienne dentiste et créatrice de contenu. Je suis une véritable Anna Montana des temps modernes. Le matin, je soigne des sourires et le soir, je fais sourire Internet. Tu es rigide. Tu n'es pas pour toi souple. Dans ma création de contenu, j'aime embarquer les gens avec moi dans mes voyages, dans mes galères. Tu peux même pas t'imaginer. Dans mes réflexions, mon secret pour toujours avoir la motivation. Je me rappelle en fait quand j'étais un spermatozoïde. Tout un tas d'activités. Diverses et variées. Mais il y a 2 choses que j'adore faire sur Internet. Motiver les gens et surtout les faire rire. Parce que là, je suis très sexy. Vous ne pensez pas que je suis drôle, mais I'm a funny one. Parce que j'ai un talent très particulier. Transformer mes traumatismes en blagues. Ça m'a réveillée dans la nuit. Après tout. Aujourd'hui, j'ai une audience, j'ai des idées, une vraie personnalité et des gens que j'embarque avec moi dans mes aventures. Océane, Olivier, c'est là que j'ai besoin de vous. Moi, je veux comprendre comment on se positionne, comment on vend, comment on crée une stratégie pour devenir une content creator efficace. Pas juste poster au feeding, pas juste espérer que les vidéos percent, pas juste attendre que les marques nous répondent. Je veux pas le poisson, moi je veux apprendre à pêcher. Je veux pas 10 000 euros, je veux apprendre comment générer 10 000 euros à chaque fois. Je veux sortir de cette vie-là avec une vision, un plan, une stratégie et surtout avec la preuve que je peux être plus qu'une fille drôle sur Internet. Je vais être une businesswoman, une femme qui inspire, qui divertit, qui fédère et qui construit quelque chose de grand. Comme je vous ai dit au début, les 10 000 euros, gardez-les. Moi, je veux repartir avec la version de moi qui sait quoi faire avec tout ce potentiel. See you in a bit. Lorsqu'elle apprend qu'elle est sélectionnée, elle a le sentiment qu'une véritable opportunité s'offre enfin à elle. Mais ce qui m'a particulièrement frappée, c'est sa motivation. Ami ne semble pas participer uniquement pour gagner une compétition ou devenir virale. La question qui l'habite est beaucoup plus profonde. Pourquoi, malgré tous les efforts qu'elle fournit, n'arrive-t-elle toujours pas à vivre de son contenu? Et honnêtement, je pense que cette interrogation parlera à énormément de créateurs. Parce qu'on nous montre souvent les vidéos qui explosent, les millions de vues, les partenariats, les voyages, les revenus. Ouf, faut que je reprenne mon souffle. En revanche, on parle beaucoup moins des centaines d'heures passées à écrire, filmer, monter, recommencer et douter, sans jamais savoir si ce travail sera un jour récompensé. Ami arrive donc avec une immense envie d'apprendre. C'est vraiment le fil rouge de son récit. Elle était venue pour apprendre. Et pendant quelques heures, tout semble effectivement aller dans ce sens. Puis survient un détail qui, sur le papier, pourrait paraître anodin, mais qui va progressivement transformer la dynamique du groupe. Gardez cela à l'esprit. En raison de son nombre d'abonnés qui est somme toute élevé, vraiment élevé, Ami est automatiquement désigné comme chef d'équipe. À première vue, cela ressemble à une marque de confiance. Dans les faits, cette responsabilité la place immédiatement dans une position délicate. Imaginez la scène, s'il vous plaît. Plusieurs créateurs de contenu qui ne se connaissent pas se retrouvent dans une même villa. Chacun arrive avec ses habitudes, sa manière de filmer, sa façon de monter, ses idées et forcément l'envie de montrer ce dont il est capable. On leur demande ensuite de travailler ensemble, de s'organiser et de produire rapidement un contenu performant. Dans ces conditions, les premières tensions ne tardent pas à apparaître. Chacun veut proposer ses idées, chacun souhaite être entendu, chacun veut également prouver sa valeur. Car même si l'on parle d'un travail d'équipe, chaque participant sait que son avenir dans l'aventure peut dépendre du résultat obtenu. Ami explique alors qu'elle a progressivement le sentiment que ses propositions sont accueillies avec davantage de scepticisme que d'écoute. Elle possède des idées de montage, mais elle éprouve des difficultés à les faire comprendre. De leur côté, certains membres de son équipe semblent hésiter à lui faire confiance.
À ce stade, je ne me suis pas demandé qui avait raison ou tort. J'ai surtout commencé à observer la manière dont un groupe peut se transformer en seulement quelques heures. Car lorsqu'un groupe cherche son équilibre, une personne finit parfois par devenir le point autour duquel toutes les tensions se concentrent. Cela peut arriver parce qu'elle est différente, parce qu'elle occupe une position de leader ou simplement parce qu'elle est plus visible que les autres. Or, être visible, c'est aussi devenir plus facilement critiquable. Les premiers signes apparaissent donc progressivement. Il ne s'agit pas encore d'une énorme dispute ou d'un affrontement spectaculaire, mais plutôt d'une accumulation de petits éléments. Un désaccord, une remarque, une impression de ne pas être comprise, une difficulté à faire confiance et à recevoir cette confiance en retour. Pris séparément, ces événements pourraient sembler insignifiants. Mais une fois réunis, ils commencent à installer un climat dans lequel Amy dit ne plus avoir seulement l'impression de défendre ses idées. Elle commence également à avoir le sentiment de devoir défendre sa place. Pour leurs premières épreuves, les deux équipes doivent créer une vidéo destinée à obtenir le maximum de visibilité en 1 heure. L'équipe d'Amy décide de jouer avec les polémiques qui entourent déjà l'événement. L'idée consiste à attirer l'attention grâce à un contenu provocateur, puis à rétablir la vérité et à montrer que tout le monde peut avoir sa place dans l'aventure. La vidéo performe très bien, elle fonctionne très bien et l'équipe remporte l'épreuve. On pourrait alors penser que cette victoire va apaiser les tensions. Pourtant, au moment du live, lorsqu'on lui demande comment s'est déroulée la journée, Amy exprime honnêtement son ressenti. Elle explique qu'elle a parfois eu l'impression que ses adversaires ne se trouvaient pas dans l'équipe d'en face, mais à l'intérieur de sa propre équipe. Évidemment, cette phrase est mal reçue et je peux comprendre pourquoi. Lorsqu'une personne exprime publiquement un malaise concernant son équipe, les autres peuvent avoir le sentiment d'être exposés ou attaqués. Toutefois, cette situation soulève une question plus large. Exprimer ce que l'on ressent constitue-t-il nécessairement une attaque ou est-ce parfois la preuve qu'un problème existait déjà mais que personne n'avait pris le temps de le nommer? Je pose la question, on ne peut pas poser la question. Amy reconnaît elle-même qu'elle est émotive, susceptible et qu'elle peut réagir très rapidement lorsqu'elle se sent blessée. Après cette première journée, elle accepte d'ailleurs de discuter avec les membres de son équipe et comprend que certaines de ses publications ont pu les exposer aux critiques. Elle tente donc de rétablir le dialogue. À ce moment-là, on pourrait encore croire que tout est récupérable. Après tout, Amy était venue pour apprendre et apprendre implique aussi de remettre certaines de ses réactions en question. Le deuxième jour, les choses semblent justement se calmer. Les tensions de la veille paraissent s'apaiser. Les membres de l'équipe prennent davantage le temps de s'écouter, de se répartir les tâches et de communiquer. Amy raconte même qu'elle retrouve un peu d'espoir, un brin d'espoir. Elle découvre du nouveau matériel, apprend des techniques de tournage et échange avec des professionnels. Elle peut enfin discuter d'algorithmes, de statistiques et de création de contenu. Autrement dit, elle retrouve ce qu'elle était venue chercher depuis le début. Et je trouve important de le rappeler car lorsqu'on écoute attentivement son témoignage, Amy ne dit jamais que tout était négatif. Au contraire, elle insiste à plusieurs reprises sur ce que cette aventure lui a apporté. Elle parle notamment de ses échanges avec Olivier, qu'elle décrit comme une personne brillante et capable de lui transmettre des conseils utiles. Pendant un instant, on a donc presque l'impression que les difficultés du premier jour appartiennent au passé. Sauf que c'est précisément à ce moment-là que tout va basculer. On annonce aux participants qu'ils devront réaliser un contenu avec des créatrices présentes sur une plateforme de contenu pour adultes. Et là, je souhaite prendre quelques secondes pour clarifier une chose. Le débat n'est pas de savoir si OnlyFans est une bonne ou une mauvaise plateforme. Ce n'est pas réellement le sujet de cette vidéo. La question qui m'intéresse est beaucoup plus large. Jusqu'où peut-on demander à quelqu'un d'aller
lorsqu'un projet entre directement en conflit avec ses convictions personnelles ou professionnelles. Certains considèrent qu'un créateur doit être capable de travailler sur tous les sujets, sur tous les projets, même lorsqu'ils ne lui correspondent pas personnellement. D'autres estiment qu'il est indispensable de poser des limites et de refuser les projets qui ne sont pas cohérents avec l'image que l'on souhaite construire, que l'on souhaite bâtir. Il n'existe probablement pas une seule réponse valable pour tout le monde. Et c'est précisément ce qui rend cette situation intéressante. Amy explique qu'elle est professionnelle de santé et qu'elle ne souhaite pas associer publiquement son image à la promotion de contenus intimes. Et c'est ok. Elle précise cependant à plusieurs reprises qu'elle ne méprise pas les créatrices présentes et qu'elle respecte leur choix. En d'autres termes, elle ne dit pas « ces femmes ne devraient pas faire cela », elle dit plutôt « je respecte ce qu'elles font, mais je ne souhaite pas que cela devienne une partie de mon image ». Et c'est totalement compréhensible. Cette nuance me paraît essentielle. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on nous demande constamment de choisir un camp. Soit on soutient entièrement quelque chose, soit on est immédiatement considéré comme opposé ou hostile à la chose. Comme s'il n'existait plus d'espace pour dire simplement « je respecte ton choix », mais ce n'est pas celui que je ferai moi-même. Il y a des nuances. Tout n'est pas blanc ou noir. Lorsque j'écoute Amy, c'est exactement ce que j'entends. Pourtant, malgré son malaise, elle ne refuse pas catégoriquement l'exercice. Elle cherche plutôt une solution qui lui permettrait de participer tout en protégeant ses limites. Elle décide donc de se placer dans la position d'une directrice artistique. Son objectif n'est pas de devenir l'ambassadrice de la plateforme, mais de concevoir un contenu de qualité pour une cliente. Elle échange avec la créatrice de contenu, vérifie qu'elle est à l'aise avec le scénario, les vêtements et les scènes prévues, puis réalise la vidéo. En revanche, là où je trouve qu'elle a été très astucieuse, c'est qu'Amy choisit de ne pas la repartager sur ses propres réseaux, de ne pas s'identifier dessus et de préciser publiquement qu'elle ne souhaite pas être associée à la promotion de cette activité. Et c'est là que cette partie devient, à mes yeux, l'une des plus intéressantes de toute l'histoire. Parce que le conflit n'oppose plus simplement Amy aux autres participants ou à l'organisation. Le conflit devient intérieur. Comment rester fidèle à ce que l'on est lorsqu'on a le sentiment que pour avancer, il faudrait accepter quelque chose qui ne nous ressemble pas? Comment saisir une opportunité sans avoir l'impression de se trahir? Et comment expliquer ses limites sans que les autres interprètent immédiatement ce refus comme du mépris ou de la méchanceté? Je pense que cette question dépasse largement la Ocean Week. Un jour ou l'autre, nous sommes presque tous confrontés à ce dilemme. Au travail, dans nos relations ou dans nos projets, il arrive qu'une occasion paraisse intéressante tout en exigeant de nous un compromis qui nous met mal à l'aise. Amy était venue pour apprendre et effectivement cette épreuve va lui apprendre énormément de choses sur la conception d'une vidéo, le positionnement d'une caméra, l'écriture d'un concept et la direction artistique. Mais elle va également apprendre une autre leçon, beaucoup plus difficile. Poser une limite ne garantit pas que cette limite sera comprise. Après la réalisation de l'épreuve, les participants sont informés qu'ils doivent tous préparer leurs valises avant le live. Amy trouve cette demande étrange car lors des jours précédents, seuls les candidats susceptibles de partir semblaient concernés. Elle raconte également qu'on lui demande de signer un contrat qui, selon elle, l'aurait empêché de parler de son expérience pendant 36 mois. Elle explique ne pas avoir réussi à le retrouver dans ses courriers et ne l'avoir finalement jamais signé. Lorsqu'elle arrive sur le live, elle a déjà la sensation que quelque chose ne va pas. Elle passe en dernière. Pendant les critiques adressées aux autres participants, elle entend certaines remarques sur le fait de publier immédiatement lorsque l'on ressent une émotion. Or, quelques heures plus tôt, Olivier lui avait justement conseillé de ne pas se précipiter sur son téléphone à chaque contrariété. Amy interprète donc certaines phrases de Océane comme des messages qui lui seraient indirectement adressés. Puis vient son tour. Elle explique avoir eu la sensation que la conversation ne concernait plus uniquement la qualité du contenu qu'elle avait produit, mais également sa personnalité, son comportement et la manière dont
elle avait accueilli les créatrices. À ce moment-là, le plus important n'est même pas de savoir si toutes ces critiques étaient justifiées ou non. Ce qui me frappe personnellement, c'est le sentiment qu'elle décrit, celui de participer à une discussion dont la conclusion semblait déjà écrite. Elle aurait voulu expliquer comment s'était déroulée sa collaboration. Elle aurait voulu raconter qu'elle avait parlé directement avec la créatrice concernée, qu'elle lui avait demandé si elle s'était sentie mal à l'aise et que celle-ci lui avait répondu que non. Mais selon son témoignage, elle n'a pas eu le sentiment que sa version intéressait véritablement les personnes présentes. Et je crois que c'est peut-être ce qui fait le plus mal dans ce genre de situation. Ce n'est pas nécessairement le désaccord en lui-même, c'est le sentiment que, quoi que vous disiez, personne, absolument personne, n'a réellement envie d'écouter votre version. Après le live, Amy remonte dans la maison, dans la villa. Elle explique qu'elle espérait recevoir un minimum de soutien de la part des autres participants, pas qu'ils lui donnent raison, pas qu'ils prennent position contre Océane, mais simplement une tape dans le dos, un regard, une présence qui lui fasse comprendre qu'il voyait sa détresse. Selon son récit, elle est accueillie avec un silence plat. Son état émotionnel se dégrade alors jusqu'à provoquer une crise d'angoisse. Elle raconte qu'elle tombe au sol, hyperventile et se sent profondément vulnérable. Olivier vient l'aider, certaines personnes lui tiennent la main ou lui font de l'air, mais elle reste marquée par la froideur qu'elle dit avoir aperçue chez une partie du groupe. Et c'est probablement à ce moment précis que j'ai cessé de voir cette histoire comme une simple polémique entre créateurs de contenu. Parce que nous ne parlons plus d'une vidéo ou d'une épreuve. Nous parlons d'empathie. C'est si triste de ne pas savoir faire preuve, de ne pas pouvoir faire preuve d'empathie envers d'autres personnes. Pendant plusieurs jours, je me suis demandé ce qui m'avait autant dérangé dans ce récit. Au début, je pensais que c'était le live. Ensuite, je me suis dit que c'était peut-être la manière dont les critiques avaient été formulées. Puis j'ai cru que c'était surtout l'absence de soutien après son élimination. Mais plus j'y réfléchissais, plus je comprenais que le problème se trouvait ailleurs. Ce qui m'a réellement dérangé, c'est qu'à aucun moment, je n'ai eu l'impression que quelqu'un cherchait véritablement à comprendre Amy avant de tirer des conclusions sur elle. Et je crois que c'est précisément pour cette raison que cette histoire dépasse largement le cadre de la Ocean Week. Parce qu'au fond, ce qui s'est joué là-bas, selon moi, on le retrouve partout. À l'école, dans certaines familles, au travail, dans les groupes d'amis et bien évidemment sur les réseaux sociaux, surtout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus facile d'interpréter les intentions d'une personne que de lui poser une simple question. Vous imaginez? On préfère souvent imaginer ce qu'elle a voulu dire plutôt que de lui demander « Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Est-ce que j'ai bien compris ton intention ?» Et pourtant, combien de conflits auraient pu être évités grâce à une seule conversation? C'est d'ailleurs ce qui m'a frappé tout au long du témoignage d'Amy. Quand on l'écoute attentivement, on ne l'entend pas uniquement demander qu'on lui donne raison. Elle ne réclame pas non plus que tout le monde partage ses opinions. Ce qu'elle semble demander est beaucoup plus simple. Avoir la possibilité d'expliquer son point de vue, de raconter pourquoi elle a réagi ainsi et de répondre aux accusations avant que les conclusions soient prononcées. Autrement dit, elle ne cherchait pas forcément à convaincre, elle cherchait simplement à être entendue. Et cette nuance est essentielle. Parce qu'aujourd'hui, on parle énormément de bienveillance, de sororité, de girls, de girls opposed girls. Ces expressions sont partout, dans les publications, dans les podcasts et dans les discours. Mais la bienveillance ne se mesure pas aux mots que l'on affiche sur Internet. Elle se mesure à ce que l'on fait lorsqu'une personne traverse réellement un moment difficile. Il est facile d'écrire « Prenez soin de vous, take care » en anglais, sous une publication. Il est beaucoup plus difficile de s'arrêter quelques minutes pour demander sincèrement à quelqu'un « Est-ce que ça va vraiment ?» Parfois, la bienveillance n'a rien d'extraordinaire. Il ne s'agit pas de sauver quelqu'un ou de résoudre ses problèmes, tous ses problèmes. Il s'agit simplement de lui montrer qu'il n'est pas seul. Cette histoire m'a également fait réfléchir à notre besoin d'appartenir à un groupe. Parce que soyons honnêtes, qui n'a jamais eu peur d'être rejeté?
qui n'a jamais hésité à défendre quelqu'un par crainte que la situation se retourne contre lui, qui n'a jamais gardé le silence parce qu'aller à contre-courant pouvait lui coûter sa propre place. Je pense que si nous sommes sincères, nous avons presque tous connu cette situation. Et c'est précisément pour cette raison que l'histoire d'Amy est intéressante, touchante. Elle nous oblige pendant quelques minutes à arrêter de regarder uniquement ce que les autres ont fait pour commencer à nous regarder nous-mêmes. À leur place, qu'aurions-nous fait? Aurions-nous eu le courage de tendre la main à une personne rejetée ou serions-nous restés silencieux par peur de devenir à notre tour la prochaine personne isolée? À ce stade, j'aimerais partager une réflexion plus personnelle. En regardant Amy raconter son expérience, je n'ai pas eu l'impression de revivre exactement ce qu'elle a vécu. En revanche, certaines émotions qu'elle décrit m'ont rappelé des situations que j'ai moi-même connues. Cette sensation de devoir toujours en faire un peu plus pour être entendu, de devoir expliquer davantage, se justifier davantage et faire davantage ses preuves, comme si ce que l'on faisait n'était jamais tout à fait suffisant. Lorsqu'Amy explique que cette situation lui a rappelé toutes les fois où elle avait eu le sentiment de fournir énormément d'efforts pour obtenir moins que d'autres, je me suis demandé combien de personnes derrière leur écran s'étaient reconnues dans cette phrase. Maintenant, je tiens également à être très claire. Je ne peux pas affirmer pourquoi Amy a vécu cette expérience de cette manière. Je ne peux pas dire avec certitude que cela est lié à sa couleur de peau, à son métier, à sa personnalité ou aux intentions des autres participants. Je ne le sais pas, je n'y étais pas. Je ne l'ai pas vécu avec elle. Et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître ce que l'on ignore. Cependant, lorsque des milliers de personnes regardent un témoignage et déclarent « Moi aussi, je me suis déjà sentie comme ça », il ne faut peut-être pas chercher à prouver que toutes les situations sont parfaitement identiques. Il faut plutôt essayer de comprendre pourquoi autant de personnes se reconnaissent dans cette émotion. Amy était venue pour apprendre à vivre de la création de contenu. Et finalement, elle est repartie avec une leçon complètement différente. Elle explique qu'après cette expérience, elle s'est rendue compte qu'il existait dans sa vie des endroits où elle pouvait simplement être elle-même, des endroits sans compétition permanente, où elle n'avait pas besoin de se battre pour être comprise ou de prouver constamment sa valeur. Et je crois que c'est là que se trouve la véritable leçon de cette histoire. Pendant longtemps, on nous apprend à nous adapter, à nous intégrer, à convaincre et à faire nos preuves, comme si le problème venait toujours de nous. Alors, lorsqu'une situation ne fonctionne pas, nous pensons immédiatement qu'il faut travailler davantage, nous améliorer encore, parler moins fort ou devenir plus facile à accepter. Mais il existe des endroits où même si vous devenez la meilleure version de vous-même, vous ne serez jamais réellement à votre place. Non pas parce que vous manquez de talent, mais simplement parce que certaines pièces ne sont pas faites pour vous accueillir. Je viens du Bénin et chez moi, on m'a transmis une idée qui m'accompagne encore aujourd'hui. Lorsque tu arrives quelque part et que ta présence dérange, ne passe pas ta vie à supplier les autres de t'accepter. Pars. Cela ne signifie pas qu'il faut s'enfuir au premier désaccord. Toutes les relations connaissent des tensions, des hauts et des bas et certaines situations méritent que l'on discute, que l'on s'explique et que l'on reconnaisse aussi ses propres erreurs. Mais lorsque vous avez essayé de communiquer, que vous avez posé vos limites et que l'environnement continue de vous demander de vous diminuer pour conserver votre place, partir ne signifie plus abandonner. Partir devient une manière de se respecter. Parce que rester trop longtemps dans un endroit où l'on doit constamment se diminuer finit par nous persuader que nous valons moins que ce que nous sommes réellement. Et aucun rêve, aucun contrat, aucun nombre d'abonnés et aucune opportunité ne mérite que l'on y laisse son estime de soi. Alors non, je ne retiens pas cette histoire comme une simple polémique entre créateurs de contenu. Je la retiens comme le rappel d'une vérité beaucoup plus grande. Le succès ne vaut rien s'il exige que vous renonciez à ce qui fait de vous la personne que vous êtes. Si un jour vous entrez dans une pièce où l'on vous fait comprendre que votre voix est de trop, que vos convictions constituent un problème ou que votre présence dérange, n'essayez pas immédiatement de devenir quelqu'un d'autre pour mériter une place. Essayez d'abord de dialoguer.
Demandez-vous aussi ce que vous pouvez améliorer et écoutez les critiques qui peuvent vous faire évoluer. Mais si, malgré cela, vous comprenez que l'on ne veut pas réellement de vous, ne laissez pas cette pièce définir votre valeur. Jamais. Pendant longtemps, j'ai cru que la solution consistait toujours à devenir meilleur, à travailler davantage et à prouver encore et encore. Puis j'ai compris une chose. Votre valeur ne dépend pas de la pièce qui refuse de vous accueillir, de vous recevoir. Elle dépend aussi de votre capacité à quitter cette pièce avant qu'elle ne finisse par vous persuader que vous ne valez rien. Amy était venue pour apprendre à vivre des réseaux sociaux. Finalement, elle est repartie en apprenant une toute autre leçon. Il existe des endroits où l'on peut apprendre à progresser et d'autres où l'on apprend surtout qu'il est temps de partir. Et vous, à partir de quel moment pensez-vous qu'il faut s'en aller? Dès le premier manque de respect? Après plusieurs tentatives de dialogue? Ou pensez-vous qu'il faut toujours essayer de réparer une relation avant de partir? Je suis vraiment curieuse de lire vos réponses dans les commentaires, parce que cette discussion dépasse largement une simple histoire entre créateurs de contenu. Elle nous concerne tous. On est de retour avec l'Ocean Week, un jeu pour apprendre à bien percer sur internet, sauf que tout le monde finit dans la sauce. Il y a des gens dans cette maison qui ont du talent. Anyway. Voici leurs histoires.